Salut, c'est Rosalis et Morgane. Et aujourd'hui on parle de... Recreators. Donc c'est un animé en japonais, ça se prononce Recreators. Allons-y. Alors d'abord, mon avis à chaud, comme ça, ouah, et ensuite Morgane va donner plein d'informations, plein de choses à savoir, des choses qu'on ne peut pas savoir quand on ne fait que regarder l'animé. Alors d'abord, mon impression à chaud, c'est... ça me fait un gros impact. La première chose que je me suis dit quand j'ai vu les premières minutes, c'est le Japon d'aujourd'hui. C'est exactement les nouvelles constructions, c'est exactement dans cet état-là qu'on a laissé le Japon quand on est revenu en France. Mais genre incroyable, et avec une qualité d'image, un réalisme époustouflant. Quelque chose qu'on aime dans les animés, c'est que on peut se reprojeter. Ou alors, les gens qui sont pas encore allés au Japon peuvent se dire « Ah, c'est comme ça le Japon, il y a une photographie, un portrait d'un certain quotidien. » Eh bien là, c'est tout à fait ça. Sauf que c'est en plus un univers qui est un petit peu, non pas fantasmé, mais tellement réel qu'il y a la fiction qui vient se mêler. Et la fiction se mêle tellement bien que... c'est super réaliste, comment dire. Alors d'abord, pour parler un petit peu du pitch, pourquoi est-ce que ça s'appelle Recreators ? C'est parce que les êtres humains, en tant que créatifs, imaginent des univers, que ce soit des animés, des mangas, des jeux vidéo, eh bien, ils créent des univers, des personnages. Et qu'est-ce qui se passerait si ces personnages, justement, venaient à être comme invoqués dans le monde réel ? Et qu'est-ce qui se passerait si, justement, ces créateurs étaient pris comme des dieux? Est-ce qu'ils auraient le pouvoir d'interférer sur ces personnages? Est-ce qu'ils auraient le pouvoir de les rendre genre immortels, super puissants ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça susciterait pas des réflexions assez hyper éthiques, philosophiques? Voilà, et c'est ce qui est en train de se passer justement. Le début de la série, c'est ce qui se passe, les personnages arrivent et on se pose plein de questions. Et je ne peux pas déflorer plus que ça l'histoire parce que justement au fil des épisodes, on essaye de découvrir avec les personnages pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ça fait partie du nœud de l'intrigue, de savoir quel est le sens de leur existence dans le monde réel. Mais ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'ils s'intègrent parfaitement bien dans le monde réel. Que ce soit aller au combini, aller manger dans un family restaurant, au McDonald's, découvrir les saveurs du monde réel, se dire « Tiens, mais en fait, dans mon jeu vidéo, par exemple, il n'y avait pas assez de données sur la nourriture. Et là, je découvre ne serait-ce que la saveur du café. Il y a plusieurs couches d'appréciation dans le monde réel, dans le monde physique, le monde des dieux, c'est-à-dire notre monde réel. Et du coup, ils apprécient tout, ils découvrent tout et ils en parlent d'une manière tellement... réel que c'en est touchant, mais touchant dans un sens vraiment raffiné. C'est ça que je trouve fort dans cet animé, c'est que c'est vraiment très détaillé, très raffiné. Et quand je vous parlais de philosophie, par exemple, il y a un personnage qui est une érudite, qui est la grande savante, libraire de la fin des temps. Elle arrive, elle débarque, elle nous parle tout de suite de solipsisme et d'ontologie. Alors le solipsisme, pour rappel en philosophie, qu'est-ce que c'est ? Le solipsisme, formé du latin solus, seul, et ips, soi-même. Le solipsisme est l'acte par lequel un sujet se saisit comme étant seul avec lui-même et ainsi radicalement coupé du monde et des hommes. On peut opposer ainsi l'attitude solipsiste à l'acte intersubjectif qui ne me coupe pas des autres mais qui me met en rapport avec eux. Autrement dit, c'est le rapport avec autrui. Waouh ! C'est d'une puissance. Moi, je trouve ça super intéressant quand un animé peut vous parler de philosophie et de psychologie jusqu'au bout, comme ça, avec le sens du détail. Et aussi, ce que je trouve très rigolo dans cet animé, c'est que finalement, quand on est fan d'animation, quand on est fan de light novel, de jeux vidéo, on trouve exactement ce type de personnage. Forcément, on les identifie un petit peu. Il y a une magical girl, donc on se dit attends, est-ce que c'est un peu un genre de Nanoha ou alors est-ce que c'est une Purikua? Il y a une fille qui vient d'un univers heroic fantasy avec une épée, on se dit ah mais c'est trop Asuna dans Sword Art Online. Il y a un garçon avec un genre de Gundam géant, un gros mecha, et tu te dis ouais, mais c'est trop marrant quoi. Et tous ces personnages-là, si tu les faisais interagir, tous ces personnages-là, si tu les mettais dans le monde réel, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, toute cette réflexion, c'est cet animé-là, Recreators.
Voilà, ça m'a fait une forte impression. Et Morgane, quelle est ton impression? Ouais, moi aussi, une énorme impression. En fait, le pitch de base, il est super passionnant, en fait, d'avoir cette idée de prendre, on va dire, des figures typiques des mangas, light novels, jeux vidéo qui fonctionnent, et puis de se dire comment ça se passerait s'ils étaient tous amenés à interagir. Et projeter dans le monde réel aussi, qu'est-ce que ça les ferait changer dans leur comportement, dans leur évolution de personnage. Est-ce que d'ailleurs, s'il y a des interactions avec leurs créateurs, comment est-ce qu'ils pourraient être modifiés ou pas? Ça fait vraiment partie des choses passionnantes dans cet animé-là. Il y a un nombre de possibles vraiment hallucinant. Et la galerie de personnages n'est à la fois ni trop pléthorique et en même temps très bien sélectionnée pour vraiment donner beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de peps à chacun des épisodes de la série. Et puis ce que tu évoquais sur le réalisme, moi je trouve ça incroyable. Le premier épisode, il y a une scène de combat aérien devant, enfin plus exactement au-dessus de Yoyogi, donc un des parcs emblématiques de Tokyo, et en fait c'est juste hallucinant parce que il y a vraiment eu des moyens donnés à cet animé, c'est-à-dire que les scènes d'animation sont vraiment, les scènes de combat sont vraiment assez incroyables de dynamisme, avec des caméras tournantes, des effets spéciaux et autres. Et en fait on est vraiment projeté, comme tu dis, on dirait vraiment que c'est le monde réel dans lequel il se passe l'intrusion des personnages de fiction. Ah oui, j'ai oublié de dire, dans les détails que je disais, vraiment très très actuels. Par exemple, il y a la Tokyo Skytree qui est vraiment représentée et, avec tous les ponts qu'il y a au-dessus de la Sumidagawa. Et aussi, pour nous, ce qui nous avait beaucoup marqué, c'est qu'à côté du lieu de travail de Morgane, à côté de son laboratoire d'informatique, au cœur de Tokyo, il y avait la Shogakukan. Alors je dis il y avait parce qu'à un moment donné, on a cru qu'elle allait être complètement détruite et pour toujours quoi. Fini la Shogakukan. Oh mais genre, mais il y a le jump, c'est là où il y a les mangas, c'est là où se passe Bakuman par exemple, c'est là où il y a tout quoi. Et en fait, ce bâtiment a été vraiment détruit pour être refait. Et là où c'est hallucinant, c'est que dans l'animé, déjà dans le générique en fait, il y a un personnage qui se tient tout au-dessus de la construction parce qu'il y a une genre de décoration avec de la verdure sur la toiture. Et donc tu vois ça, tu sais tout de suite que c'est la Shogakukan à Jimbo, tu vois. Et là c'est ça vient juste d'être fini, c'est déjà dans l'animé. C'est très 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 réaliste effectivement. C'était un des premiers détails qui ont fait que, voilà, ça a fait une forte impression. Moi, ce qui m'a fait forte impression aussi, c'est la musique. Et notamment le générique de début. Ça m'a fait un peu penser à des compositions à la Yuki Kajiura. J'ai trouvé que, justement, l'ambiance musicale, notamment les insert songs qu'il y a au moment des combats, c'est vraiment bien vu et ça vient parfaitement en harmonie avec le reste de la série. Moi, ça me faisait penser un peu à Evanescence, hein, une ambiance qui faisait plus adulte universel, moins animation shoujo, shonen de jeunes enfants. La série, maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails techniques, c'est une série de 22 épisodes avec 3 épisodes spéciaux. Il y en a déjà eu un premier qui a été diffusé, qui était en fait diffusé avant le début de la série pour présenter ce qu'il en était. Ça veut dire que la série a débuté le 8 avril 2017 pour de vrai. Elle continuera du coup durant la saison d'été. Au Japon, elle est diffusée le samedi soir à 23h30 sur Tokyo MX et après dans le monde, elle est diffusée en simulcast via le service d'Amazon. Donc c'est une des séries phares que Amazon a réussi à avoir dans son catalogue et c'est, je pense, un bon choix. En termes de réalisation et de création, en fait, la série elle est coécrite par Ei Aoki et Rei Hiroe. Rei Hiroe, il est connu en fait pour le manga Black Lagoon. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'à un moment donné, dans un des épisodes, peut-être que ça arrive plusieurs fois, mais je l'avais repéré bien à un moment, en fait, dans l'ensemble de magazines et de mangas que consultent les personnages principaux. D'ailleurs, on voit beaucoup le magazine adapté de New Type. Et en fait, on voit un exemplaire du manga Black Lagoon. J'ai trouvé le clin d'œil assez rigolo, en fait. Donc c'est ces deux personnes qui ont co-écrit le scénario de l'histoire et en fait Ei Aoki est le réalisateur pour toute la série. Il est connu en fait pour des œuvres très dynamiques de ces dernières années, notamment Fate Zero et puis Anoa Zero. Donc notamment dans Fate Zero, ce qui avait marqué c'était des scènes de combat et là en fait typiquement le dynamisme des scènes de combat dans
les creators lui est vraiment dû et c'est vraiment, on va dire, la petite touche qui rajoute encore du bonheur dans cette série qui est déjà, comme tu le disais, assez puissante dans les thèmes qu'elle aborde. C'est une œuvre originale, mais il y a une adaptation en manga qui a commencé en fait le 18 février 2017 au Japon. Le premier chapitre du manga peut être trouvé de manière tout à fait légale en ligne. Tout premier chapitre qui finalement a devancé la diffusion de l'animé, donc avec des pages couleurs et puis ensuite des pages noir et blanc qui présentent les personnages. Et en fait, le premier chapitre recouvre grosso modo en fait la moitié du premier épisode. Il y a aussi un manga spin-off qui vient d'être annoncé. Donc à suivre dans les prochains mois, mais en tout cas on sent qu'il y a une vraie effervescence autour de cette œuvre-là qui est vraiment emblématique de cette saison. Et justement, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est la qualité du réalisme sur le fait que les personnages d'animés ou de jeux vidéo, quand ils sont populaires, ils viennent vraiment dans la vie courante. Par exemple, ils sont dans les publicités dans les rames de métro, ils sont dans les publicités dans la rue, ils sont à Akihabara, ils sont placardés partout. Et ça, c'est la réalité à Tokyo notamment, c'est la réalité au Japon. Et un autre point que j'ai bien aimé aussi, c'est que, comme tu parlais de créateurs, oui, on parle de créateurs, à un moment donné, ils montrent la création. Ça parle fondamentalement de la création au Japon, ça parle des jeunes artistes qui sont face à leur page blanche, ça parle des écrivains qui du coup écrivent un pitch et ensuite un illustrateur vient, est-ce que ça l'inspire? Attends, il me faudrait un peu plus de background, à partir de là, oui, je vais pouvoir faire quelque chose et travailler, faire en sorte que le personnage prenne vie. Ça, c'est super intéressant aussi. Et quelque part, on retrouve un petit peu cet univers, les gens qui adorent les doujinshi, les gens qui adorent les magazines, les gens qui adorent justement tellement un personnage qui vont se passionner pour un petit peu tous les types de médias possibles. Ça, c'est très très bien décrit dedans. Et en fait, c'est parce que tu parlais des créateurs, ça m'a fait penser à ce processus de création. C'est marrant. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui donne de l'épaisseur à la série, c'est-à-dire on n'est pas seulement... C'est une mise en abîme dans la mise en abîme. Voilà. Ouais, du coup, c'est vraiment ce qui donne cette profondeur-là. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien vu. Voilà, après, s'il y a une anecdote rigolote, quand on s'intéresse un petit peu à l'aspect méta de la série, il y a un couple de doubleurs qui jouent dans cette série-là, en fait, deux personnages qui se retrouvent antagonistes à un moment donné. En fait, Maya Sakamoto, qui est très connue dans le monde du doublage, double une héroïne un petit peu... dark dans la série, et en fait Magane qui apparaît plus tard, vous verrez comment et pourquoi. En fait, à un moment donné, elle se retrouve face à un personnage qui est doublé par son mari. Maya Sakamoto, c'est THE doubleuse qui a une voix tellement douce, elle chante des chansons qui sont super mélodieuses. C'est Hitomi dans Escaflowne par exemple, ou bien dans Macross Frontier, c'est elle qui a chanté l'opening, c'est vraiment une voix... C'est une mélodie, c'est une mélodie. Et ce personnage de Magane, c'est ce personnage détestable, manipulateur, abominable. Bah je l'ai pas reconnu. Hein. Eh ouais, ça c'est la puissance du doublage. Voilà, c'était la petite information news rigolote. Ce qui m'a surpris en fait en voyant ça, c'est que finalement tu as fait le parallèle avec Escaflowne. C'est une série des années 90 qui avait marqué, dans lequel on a baigné. Et moi, en fait, au début de Recreators, j'avais vraiment l'impression d'être revenu dans un univers à la Escaflowne, parce que l'héroïne, justement, la lycéenne, elle se retrouvait projetée dans un univers de fantasy. Et là, en fait, finalement, le pitch de Recreators, c'est l'inverse. C'est les personnages de fantasy, les personnages d'autres mondes qui se retrouvent projetés dans le monde réel. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Voilà, donc pour moi, c'est les petites informations que j'avais envie d'apporter par rapport à la série. Donc, pour résumer, c'est une série qui est en cours de diffusion. Actuellement, on est rendu à l'épisode... L'épisode 10 sort le jour où l'on est en train de tourner cette vidéo, en fait. Donc, nous tournons le 10 juin 2017. D'accord. Pour le 10 juin 2017, il y a l'épisode 10. Voilà. Donc disponible en simulcast sur Amazon Prime Video, qui est une des plateformes de vidéo à la demande disponible en France. Voilà. En France et dans le monde. Dans le monde.
Parce qu'ils ont réussi à obtenir finalement l'exclusivité mondiale pour la diffusion simultanée de cette série. Ce qui fait qu'au début, t'as cru que c'était une production Amazon, de la même manière qu'il y a des séries qui sont produites directement par Netflix. Oui, parce que j'avais pas vraiment fait attention au fait qu'elle était effectivement diffusée à la télévision au Japon, parce que Amazon avait réussi à avoir ce partenariat-là, en fait, exclusif mondial, là où souvent les séries, vous les trouvez sur une plateforme dans un pays, sur une autre. Par exemple, il y a des séries qui sont aux États-Unis chez Crunchyroll et qui, en France, vont être chez ADN ou chez Wakanim. D'accord. Donc là, en fait, c'est une histoire de diffusion. C'est pas eux qui ont coproduit, produit ou autre. On peut imaginer qu'ils ont de l'argent dedans, quand même. D'accord, donc dernière chose, on peut se dire que si au Japon c'est diffusé à 23h30 sur Tokyo MX, finalement la cible de cet animé c'est plutôt des jeunes adultes. C'est une série clairement pour jeunes adultes et adultes, mais c'est pas une série extrêmement violente ou gore. Sachant que le héros il a 16 ans, c'est un dessinateur qui est dans sa fleur de l'âge, mais qui a déjà beaucoup de choses dans sa vie, des choses compliquées, difficiles. Voilà, je ne vais pas déflorer l'histoire, mais il se passe des choses très lourdes dans sa vie. Voilà. Donc moi, franchement, c'est coup de cœur de la saison avec My Hero Academia. Vraiment, ah oui, dans un style complètement différent, dis donc. Complètement. Parce que My Hero Academia, finalement, c'est plus du shonen manga, c'est on y va avec de la force et de la passion, et on est jeune, surtout on est très jeune garçon. Et là, c'est vraiment beaucoup plus adolescent, adulte, beaucoup plus dans une réflexion poussée. Moi aussi, c'est un gros coup de cœur. Et finalement, par exemple, en manga, je vous disais, ouais, je lis plus jeune que moi, et ça fait du bien, et tout ça, de se détendre un petit peu, et puis de voir les choses de manière lumineuse. Là, c'est complètement différent, mais c'est super passionnant. Ça donne envie de réfléchir avec les personnages et de se dire, quel est le sens de leur existence ? Ça fait du bien, ça fait très longtemps que j'ai pas accroché à une histoire comme ça. Quel est le sens de notre existence également ? Est-ce que nous sommes des personnages qui ont été écrits par d'autres dieux créateurs ? Enfin, c'est clairement un thème de mise en abîme passionnant dans la série. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Bye bye. Bye bye.